Peugeot est-il en train de perdre la bataille automobile? Il y a encore quelques années, poser cette question aurait presque semblé absurde. Peugeot, c'est la 205, la 206, la 306, la 406. Plus récemment, la 208, le 2008 ou encore le 3008. C'est une marque profondément liée à l'histoire industrielle française. Une marque qui a traversé plus de 2 siècles, survécu à plusieurs crises économiques, connu des périodes extrêmement difficiles, puis réussi, à chaque fois ou presque, à revenir. Mais en 2026, l'industrie automobile ne traverse pas simplement une nouvelle crise. Elle est en train de changer de monde. L'électrique bouleverse les motorisations. Les logiciels deviennent presque aussi importants que les moteurs. Les constructeurs chinois arrivent en Europe avec des voitures technologiquement avancées, parfois beaucoup moins chères. Tesla continue de peser lourd. Renault semble avoir retrouvé une dynamique avec la Renault 5 électrique. Volkswagen prépare une nouvelle génération de voitures électriques plus accessibles. Et Peugeot se retrouve au milieu de cette transformation. Et certains chiffres commencent à poser question. Sur les 7 premiers mois de 2026, Peugeot a immatriculé environ 130 400 voitures particulières en France. C'est toujours énorme. Peugeot reste l'une des marques les plus puissantes du pays, mais ses ventes sont en baisse de 6,5% sur un marché français qui, lui, progresse de 2,6%. La part de marché de Peugeot tourne désormais autour de 13,3%. Alors la question n'est peut-être pas de savoir si Peugeot va disparaître. La vraie question est beaucoup plus intéressante. Peugeot est-il en train de perdre une bataille qui déterminera quels constructeurs automobiles domineront les 20 prochaines années? Pour comprendre ce qui se passe, il faut revenir beaucoup plus loin en arrière. Parce que Peugeot a déjà été dans cette situation. Et la dernière fois, une petite voiture a pratiquement changé son destin. Le lion a déjà frôlé le vide. L'histoire industrielle de Peugeot commence en 1810, lorsque la famille Peugeot transforme un moulin familial en activité métallurgique. Bien avant les voitures, Peugeot fabrique des outils, des ressorts, des moulins à café, des bicyclettes et différentes pièces métalliques. Puis arrive l'automobile. Et progressivement, Peugeot devient l'un des grands noms de l'industrie française. Mais être historique ne signifie pas être immortel. Au début des années 1980, Peugeot traverse une période financière extrêmement difficile. Le groupe a grandi. Il a repris Citroën, puis les activités européennes de Chrysler. Mais cette expansion coûte cher. Et c'est dans ce contexte qu'arrive une voiture devenue aujourd'hui presque mythique. La Peugeot 205. Lancée en février 1983, elle devient rapidement un succès considérable. Plus de 5,2 millions d'exemplaires seront produits. Peugeot reconnaît d'ailleurs lui-même que le succès commercial de la 205 a contribué à sortir la marque d'une situation financière critique. C'est important. Parce que la 205 nous rappelle quelque chose que l'on oublie facilement lorsque l'on parle d'industrie automobile. Une marque peut posséder des dizaines d'usines, des milliers d'ingénieurs, une histoire immense et une image connue dans le monde entier. Mais parfois, son avenir dépend simplement du fait d'avoir le bon produit au bon moment. La 205 était ce produit. Puis viendront la 206, la 207 et finalement la 208. Cette famille de petites Peugeot deviendra l'une des colonnes vertébrales de la marque. Et pendant longtemps, la recette semble presque parfaite. Des voitures relativement accessibles, un design français identifiable, un comportement routier apprécié, des moteurs thermiques maîtrisés, un énorme réseau de distribution et surtout une clientèle européenne qui connaissait Peugeot depuis plusieurs générations. Mais aujourd'hui, presque chacun de ces avantages est attaqué. Le problème n'est pas que Peugeot ne vend plus. Il faut être très clair, dire que Peugeot ne vend plus de voitures serait faux. La 208 reste extrêmement puissante en France. Le 2008 continue d'occuper une place importante. Le 3008 est devenu l'un des produits les plus stratégiques de Peugeot. En septembre 2025, Peugeot célébrait déjà le 200 millième exemplaire de la nouvelle génération du 3008 produit à Sochaux. Et environ 22% de ses ventes étaient alors réalisées avec la version entièrement électrique E3008. Le problème est ailleurs. Regardons les chiffres français du premier semestre 2026. Le marché automobile progressait d'environ 1,8%. Citroën progressait de 7%. Opel progressait de près de 12%. Fiat explosait avec presque 69% de croissance. Mais Peugeot reculait,
de 8,2%, passant d'environ 123 600 immatriculations à 113 500. Et puisque Peugeot représente une énorme partie des ventes de Stellantis en France, ce recul pèse lourd. Voilà pourquoi il faut faire attention aux gros chiffres. Une marque peut encore vendre plus de 100 000 voitures dans son pays d'origine et, malgré tout, perdre progressivement du terrain. La bataille automobile ne se joue pas uniquement sur le nombre de véhicules vendus aujourd'hui. Elle se joue sur la capacité à préparer la génération suivante. Et c'est précisément là que Peugeot entre dans une zone dangereuse. Une blessure qui a coûté cher. La confiance. Pour une marque généraliste, il existe quelque chose de presque aussi important que le prix. La confiance. Et Peugeot, comme plusieurs marques de Stellantis, a été touché par les problèmes rencontrés sur certaines générations de moteurs PureTech. Consommation excessive d'huile, dégradation prématurée de certaines courroies de distribution. Des propriétaires qui se sont retrouvés confrontés à des réparations coûteuses. Le problème a pris suffisamment d'ampleur pour que Stellantis étende sa couverture sur certaines générations de moteurs PureTech 1.0 et 1.2. Sous certaines conditions, le groupe propose désormais une couverture pouvant aller jusqu'à 10 ans ou 180 000 km et a créé une plateforme permettant à certains clients de demander le remboursement de réparations passées. Ce genre d'histoire est particulièrement dangereux pour Peugeot, parce que vendre une voiture n'est pas comme vendre un téléphone. Un client peut acheter un smartphone différent tous les 3 ans sans vraiment penser à sa fidélité à une marque. Une voiture, c'est autre chose. Pour beaucoup de Français, c'est l'un des achats les plus importants de leur vie. Et lorsqu'un client perd confiance dans une motorisation, cette expérience peut influencer son prochain achat plusieurs années plus tard. Alain Favé, devenu directeur général de Peugeot en 2025, semble parfaitement conscient du problème. Parmi ses priorités, il insiste sur la proximité avec les clients et sur la nécessité de résoudre leurs problèmes lorsqu'ils apparaissent. Ce discours peut sembler évident. Mais venant du patron de Peugeot, il révèle quelque chose. La bataille ne se joue plus seulement sur les nouvelles voitures. Peugeot doit également réparer une partie de son image. Et pendant ce temps, la Chine accélère, c'est probablement la plus grande transformation automobile depuis plusieurs décennies. Pendant très longtemps, lorsqu'un Européen pensait automobile, quelques pays dominaient naturellement son imaginaire. L'Allemagne, la France, l'Italie, le Japon, les États-Unis. Aujourd'hui, il faut ajouter la Chine, et pas simplement comme pays producteur, comme pays créateur de marques capables de concurrencer directement les constructeurs européens. BDMG, sous contrôle de SAIC, Xpeng, Chery, Leapmotor, et d'autres qui arrivent encore. Au premier semestre 2026, la progression de plusieurs constructeurs chinois en Europe est spectaculaire. En juin, BYD, Chery et Leapmotor vendaient entre près de 3 et 6 fois plus de véhicules qu'un an auparavant, selon les données européennes rapportées par Reuters. Quelques mois plus tôt, sur les 4 premiers mois de l'année, les immatriculations de BYD dans l'Union européenne avaient progressé d'environ 153%, celles de Chery de plus de 260%, celles de Leapmotor de plus de 550%. Et ce n'est pas simplement une question de prix. Les constructeurs chinois ont énormément progressé sur les batteries, les écrans, les logiciels embarqués, les architectures électriques, la vitesse de développement et la capacité à lancer rapidement de nouveaux modèles. Peugeot se retrouve donc face à des concurrents qui n'existaient pratiquement pas pour le consommateur européen il y a 10 ans. Et cette concurrence arrive exactement au moment où Peugeot doit financer sa propre révolution technologique. Peugeot a-t-il pris du retard sur l'électrique ? C'est là que l'histoire devient plus nuancée. Parce que contrairement à certaines idées, Peugeot n'a pas ignoré la voiture électrique. La marque dispose aujourd'hui d'une gamme électrique particulièrement large. E208, E2008, E308, E308, E3008, E5008, E408. Sans oublier les véhicules utilitaires. Mais proposer beaucoup de véhicules électriques ne suffit pas. Il faut que les clients les achètent. En 2025, Peugeot restait derrière certains concurrents européens en proportion de ventes entièrement électriques. Mais le début de 2026 semble montrer une accélération. Alain Favé expliquait en mai que les comportements étaient radicalement différents selon les pays. En avril, selon les commandes observées par Peugeot, la part électrique atteignait environ 53% en France et 42% en Allemagne, mais seulement 5% en Espagne et 1% en Italie.
Favé résumait le problème avec une phrase extrêmement simple. Europe is not homogeneous. L'Europe n'est pas homogène. Et il ajoutait qu'en Chine, où l'électrique occupe déjà une place énorme, un constructeur incapable de proposer des véhicules électriques compétitifs ne peut tout simplement plus lutter. C'est précisément pour cette raison que Peugeot conserve plusieurs motorisations. Thermique, hybride. Hybride rechargeable selon les modèles. Électrique. Cette flexibilité réduit le risque de tout miser sur une seule technologie. Mais elle crée aussi une difficulté. Pendant que Peugeot doit développer plusieurs solutions simultanément, certains concurrents chinois sont nés directement autour de l'électrique. Ils n'ont pas des décennies d'anciennes architectures industrielles à transformer. La Renault 5 a changé la conversation et le danger pour Peugeot ne vient pas seulement de Chine. Il vient aussi de l'autre grand constructeur français, Renault. Pendant plusieurs années, Renault semblait lui-même chercher sa direction. Aujourd'hui, la Renault 5 électrique est devenue l'une des vitrines du renouveau de la marque. Renault a compris quelque chose de particulièrement puissant. Dans cette transition, la technologie ne suffit pas. Il faut également raconter une histoire. La Renault 5 utilise un nom que des millions de Français connaissent. La Renault 4 reprend la même logique. La Twingo revient également sous forme électrique. C'est une combinaison de nostalgie et de technologie moderne. Et surtout, Renault affirme désormais être capable de gagner de l'argent avec ses petites voitures électriques. En juillet 2026, François Provost, directeur général de Renault Group, expliquait que les Renault 5, Renault 4 et Twingo généraient des marges positives, et même supérieures à celles de certains véhicules électriques plus grands comme la Mégane et le Scénic. C'est énorme, parce que l'un des grands problèmes de l'industrie automobile européenne a toujours été le même. Comment fabriquer une petite voiture électrique abordable, tout en gagnant de l'argent? Renault pense avoir trouvé une partie de la réponse. Et Peugeot ne peut pas regarder cela de loin, parce que, historiquement, la petite voiture populaire, c'est précisément l'un de ses territoires. La 205, la 206, la 207, la 208 Peugeot doit donc réussir à transformer cette histoire en avantage pour l'ère électrique. Et Peugeot prépare sa réponse. Alain Favé ne parle pas comme un patron qui pense gérer une marque condamnée. Son objectif est au contraire particulièrement ambitieux. Aujourd'hui, Peugeot vend autour d'1,1 million de véhicules par an dans le monde. Et Favé affirme « Peugeot currently sells around 1,1 million cars worldwide. We want to reach 1,5 million by 2030. » Autrement dit, Peugeot ne veut pas simplement défendre sa position. Peugeot veut croître d'environ 400 000 véhicules annuels d'ici la fin de la décennie. Et pour y arriver, la marque prépare une offensive produit particulièrement importante. Lors de la présentation stratégique de Stellantis en mai 2026, Alain Favé a annoncé que Peugeot lancerait 7 nouveaux modèles d'ici 2030. Pas 7 restillages, 7 nouveaux modèles. 4 utiliseront la nouvelle plateforme STLA1. Et le premier grand élément de cette offensive doit arriver avec la prochaine génération de la E208. Favé la décrit déjà comme un véhicule susceptible de devenir un véritable tournant pour Peugeot et le marché européen. Et là, l'histoire devient presque symbolique. Il y a 40 ans, une petite Peugeot appelée 205 a contribué à sauver la marque d'une période extrêmement difficile. Aujourd'hui, Peugeot semble une nouvelle fois placer une partie de son avenir dans la descendante de cette voiture, la future 208. Mais cette fois, elle devra affronter B, D, Renault, Volkswagen, Tesla et probablement plusieurs marques chinoises qui n'existaient même pas lorsque la génération actuelle de 208 a été imaginée. Le retour de la GTI n'est pas anodin. Peugeot tente également de retrouver quelque chose qu'il avait peut-être progressivement perdu. L'émotion. Pendant des années, 3 lettres représentaient une partie importante de l'image de Peugeot. GTI, 205 GTI, 309 GTI, 208 GTI. Des voitures relativement simples, légères, amusantes. Aujourd'hui, Peugeot fait revenir ce badge. Mais sur une voiture électrique, la E208 GTI. C'est évidemment un produit, mais c'est surtout un message. Peugeot essaie de montrer que l'électrique ne doit pas forcément signifier voiture froide, silencieuse et sans personnalité. Alain Favé présente d'ailleurs cette voiture comme la démonstration que l'électrification
peut rester compatible avec la passion automobile. Cette stratégie est intelligente, parce que Peugeot possède quelque chose que BYD ou XPeng ne peuvent pas acheter rapidement. Une histoire, des souvenirs, une culture automobile, des millions de personnes qui se rappellent une 205 GTI, une 306, une 406 coupée ou une 206. Mais l'histoire est seulement un avantage lorsque l'on sait l'utiliser. Sinon, elle devient simplement un musée. Stellantis, force ou faiblesse pour Peugeot? Il existe ensuite une autre question. Peugeot aurait-il été plus agile s'il était resté au centre d'un groupe PSA indépendant? Impossible de le savoir. Depuis 2021, Peugeot appartient à Stellantis, né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Cette structure donne à Peugeot accès à une puissance industrielle énorme. Jeep, Fiat, Citroën, Opel, Alfa Romeo, Dodge, Ram et plusieurs autres marques. Les plateformes peuvent être partagées, les moteurs peuvent être partagés, les batteries peuvent être achetées en plus grande quantité. Les coûts de développement peuvent être répartis. Sur le papier, c'est un énorme avantage. Mais il existe un autre côté. Peugeot doit également partager les investissements et l'attention du groupe avec de nombreuses marques. Et Stellantis a lui-même traversé une période extrêmement difficile. La stratégie électrique très agressive décidée quelques années auparavant a été largement révisée. Le groupe cherche maintenant davantage de flexibilité entre électrique, hybride et thermique. Antonio Filosa, arrivé à la tête de Stellantis en 2025, tente donc de reconstruire la dynamique. Et les résultats commencent à montrer une amélioration. Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d'affaires de Stellantis a progressé de 13% sur un an, à environ 43,5 milliards d'euros. Le groupe est revenu à un bénéfice net trimestriel d'environ 300 millions d'euros. Mais la région Europe élargie restait encore déficitaire sur le plan opérationnel. Antonio Filosa affirme néanmoins que Stellantis continue de progresser et se dit confiant dans l'exécution du nouveau plan stratégique. Autrement dit, Peugeot appartient à un groupe qui possède les moyens de riposter. Mais ce groupe n'a plus beaucoup de temps à perdre. Même Volkswagen a compris que le prix devient central. Le problème de Peugeot est en réalité le problème de presque toute l'industrie européenne. Comment fabriquer une voiture électrique européenne sophistiquée, respectant les normes européennes, avec des salariés européens, et la vendre à un prix capable de rivaliser avec la Chine? Même Volkswagen considère désormais l'accessibilité comme l'une des clés de la prochaine phase de l'électrique. Oliver Blume, patron de Volkswagen Group, expliquait en mars 2026 que Volkswagen allait lancer cette année une nouvelle génération de mobilité électrique plus abordable, tout en maintenant un haut niveau technologique. Volkswagen travaille donc sur de petites voitures électriques. Renault fait la même chose. Les marques chinoises multiplient les offres. Tout le monde converge vers le même champ de bataille. La voiture électrique abordable. Et Peugeot doit absolument y être compétitif, parce qu'un constructeur généraliste français ne peut pas survivre uniquement avec des SUV à 40 ou 50 000 euros. Macron veut faire de l'électrique une politique industrielle. Cette bataille dépasse d'ailleurs largement Peugeot. Pour Emmanuel Macron, l'électrification est devenue une question de souveraineté industrielle. En mai 2026, à l'Élysée, il résumait l'enjeu en expliquant que parler d'électrification signifiait parler d'indépendance, de souveraineté, de compétitivité et d'emplois industriels. Et il lançait cet appel. Il faut simplement aujourd'hui continuer à nous mobiliser, innover et réindustrialiser encore plus vite et fort. La France possède effectivement un avantage particulier. Une électricité très largement bas carbone. Une industrie automobile historique. Des sites comme Sochaux, Mulhouse, Douai ou Maubeuge. Une industrie de la batterie qui se développe dans le nord du pays. Et Stellantis prévoit notamment plus d'1 milliard d'euros d'investissement pour préparer une nouvelle génération de véhicules électriques à Mulhouse à partir de 2029. Mais là encore, construire des usines ne suffit pas. Il faut que les voitures produites dans ces usines soient désirables, et abordables, et rentables. C'est cela qui déterminera le résultat final. Alors, Peugeot est-il en train de perdre? Si l'on regarde uniquement certains chiffres français de 2026, la réponse pourrait sembler être oui. Peugeot a perdu du volume, sa part de marché française a reculé, la concurrence devient plus agressive. Renault a trouvé, avec la R5, un produit électrique extrêmement visible. Les constructeurs chinois progressent à une vitesse impressionnante. Les problèmes de fiabilité de certaines anciennes motorisations
ont également laissé des traces. Mais regarder uniquement ces éléments donnerait une image incomplète. Parce que Peugeot possède encore des avantages considérables. La 208 reste une référence commerciale. Le 2008 est solidement installé. Le 3008 conserve une vraie force. La demande électrique progresse fortement en France. Au premier semestre 2026, les immatriculations de voitures entièrement électriques dans l'Union européenne ont atteint environ 1,22 million d'unités et 20,7% du marché. En France, elles ont progressé de près de 63% par rapport au premier semestre précédent. C'est exactement le marché sur lequel Peugeot a énormément investi. Et surtout, la marque prépare 7 nouveaux véhicules d'ici 2030. La partie n'est donc absolument pas terminée. Mais Peugeot arrive probablement à l'un de ces moments rares où une marque automobile doit se redéfinir. Le vrai danger. Le danger pour Peugeot n'est pas de disparaître demain matin. Ce scénario paraît aujourd'hui très improbable. Le véritable danger serait plus lent. Devenir progressivement une marque moins importante. Perdre quelques points de marché ici, quelques clients là. Voir les jeunes conducteurs choisir Tesla, BYD ou Renault. Voir une partie des anciennes générations rester méfiantes après les problèmes mécaniques passés, puis devenir une marque parmi beaucoup d'autres dans un groupe possédant déjà 14 noms différents. C'est cela la bataille. Peugeot doit convaincre les anciens clients sans sembler anciens. Convaincre les jeunes sans abandonner son identité. Passer à l'électrique sans perdre ceux qui ne sont pas prêts pour l'électrique. Réduire ses coûts sans réduire la qualité. Collaborer avec la Chine sans devenir dépendant de la Chine. Partager les technologies de Stellantis tout en restant immédiatement identifiable comme Peugeot. Et surtout, Peugeot doit retrouver cette capacité qui lui a permis de survivre pendant plus de 2 siècles. Sortir la bonne voiture exactement au bon moment. Conclusion. En 1983, Peugeot était dans une situation difficile. Puis une petite voiture est arrivée, la 205e. Elle était simple, accessible, moderne, différente. Et elle a changé l'histoire de la marque. 43 ans plus tard, Peugeot fait face à une transformation peut-être encore plus importante. Cette fois, l'adversaire n'est pas seulement Renault ou Volkswagen. C'est un nouvel écosystème automobile mondial. Des constructeurs chinois ultra rapides, des batteries qui évoluent chaque année, des voitures qui deviennent des ordinateurs sur roues, des consommateurs beaucoup plus sensibles au prix, et une transition énergétique dont la vitesse reste extrêmement difficile à prévoir. Peugeot n'a pas encore perdu la bataille automobile. Mais il ne la gagnera pas uniquement grâce à son logo, son histoire ou ses anciennes gloires. La prochaine 208, les nouvelles plateformes, la qualité, le prix, l'électrique, le logiciel et la capacité à reconstruire la confiance détermineront la suite. Alain Favé veut faire passer Peugeot d'environ 1,1 million à 1,5 million de voitures par an d'ici 2030. C'est ambitieux. Mais l'histoire de Peugeot nous a déjà montré une chose. Lorsque le lion est réellement dos au mur, c'est parfois là qu'il devient le plus dangereux. Alors selon vous, Peugeot est-il simplement en difficulté passagère ou sommes-nous en train d'assister au début d'un véritable déclin de l'une des marques automobiles les plus importantes de France ?